L'excursion par Stephen King. Ceci est le dernier appel pour le Jaunt 701. Je répète, ceci est le dernier appel pour le Jaunt 701. Résonna la voix agréable dans le hall bleu du terminal de la Port Authority de New York. La Port Authority de New York n'avait pas beaucoup changé au cours des 300 dernières années, ou à peu près. C'était toujours sale, délabré et légèrement inquiétant. La voix féminine automatisée était sans doute la chose la plus agréable qu'on puisse y trouver. Ceci est le service Jaunt pour Whitehead City sur Mars. Tous les passagers munis d'un billet doivent maintenant se trouver dans le salon de sommeil du hall bleu. Veuillez vous assurer que vos papiers de validation sont en règle. Merci. Le salon de l'étage, lui, n'avait rien de sordide. Il était entièrement recouvert d'une moquette gris huître. Les murs d'un blanc de coquille d'œuf étaient décorés de reproductions abstraites agréables. Une progression lente et apaisante de couleurs se rencontrait et tourbillonnait au plafond. Il y avait une centaine de banquettes dans la grande salle, soigneusement disposées en 10 rangées de 10. 5 agents du Jaunt circulaient entre elles, parlant à voix basse d'un ton joyeux et proposant des verres de lait. D'un côté de la pièce se trouvait l'entrée, encadrée par des gardes armés et par une autre employée du Jaunt qui vérifiait les papiers de validation d'un retardataire, un homme d'affaires, à l'air harassé, avec un New York World Times plié sous le bras. Juste en face, le sol s'abaissait en une sorte de rigole large de 5 pieds et longue d'une dizaine. Elle passait par une ouverture sans porte et ressemblait un peu à un toboggan pour enfants. La famille Oates était allongée côte à côte sur 4 banquettes Jaunt, près du fond de la salle. Mark Oates et sa femme, Marilys, encadraient leurs 2 enfants. « Papa, tu vas nous raconter l'histoire du Jaunt maintenant ? Tu avais promis. » Un homme d'affaires à la carrure de taureau leur jeta un coup d'œil, puis revint aux liasses de papier qu'il examinait allongé sur le dos, les souliers brillants, soigneusement joints. De partout montait le murmure feutré des conversations et le bruissement des passagers qui s'installaient sur leur banquette Jaunt. Mark regarda Marilys et lui fit un clin d'œil. Elle le lui rendit, mais elle était presque aussi nerveuse que Patty en avait l'air. Et pourquoi pas, songea Mark. Première Jaunt pour tous les 3. Lui et Marilys avaient pesé pour et contre d'un déménagement familial pendant 6 mois, depuis qu'il avait eu sa mutation chez Texaco Water pour Whitehead City. Finalement, il avait décidé que toute la famille partirait pour les 2 années qu'il passerait sur Mars. Il se demanda en voyant le visage pâle de Marilys si elle ne regrettait pas cette décision. Il consulta sa montre et vit qu'il restait presque encore une demi-heure avant l'heure du Jaunt. Assez de temps pour raconter l'histoire. Et cela détournerait sans doute l'attention des enfants de leur nervosité. Qui sait, peut-être que ça calmerait même un peu Marilys. D'accord. Ses enfants le regardaient gravement. Son fils, Ricky, avait 12 ans. Sa fille, Patty, en avait 9. Il se répéta que Ricky serait plongé en pleine puberté et que Patty commencerait probablement à se développer quand il reviendrait sur Terre, et il trouva encore cela difficile à croire. Les enfants iraient à la petite Whitehead Combined School avec la centaine d'autres gosses d'ingénieurs et d'employés des compagnies pétrolières. Son fils participerait peut-être bientôt à une sortie géologique sur Phobos. C'était difficile à croire, et pourtant c'était vrai. Qui sait, pensa-t-il avec ironie, peut-être que ça arrangera aussi mes petits sursauts de Jaunt. À notre connaissance, le Jaunt, ou l'excursion, a été inventé il y a environ 320 ans, vers 1987, par un type nommé Victor Carone. Il l'a mis au point dans le cadre d'un projet de recherche privé financé en partie par des fonds gouvernementaux, et à la fin le gouvernement a évidemment tout récupéré. En gros, ça s'est joué entre le gouvernement et les compagnies pétrolières. Si on ne connaît pas la date exacte, c'est parce que Carone était un peu, on va dire, excentrique. Tu veux dire qu'il était fou, papa ? Excentrique, ça veut dire un peu fou, mon chéri, dit Marilys, en souriant par-dessus les enfants à Mark. Elle semblait déjà un peu moins nerveuse. Bref,
Il faisait des expériences sur le procédé depuis un bon moment avant d'en informer le gouvernement. Et il ne leur en a parlé que parce qu'il était à court d'argent et qu'il refusait de renouveler son financement. De l'argent remboursé avec le sourire, dit Patty, avant de glousser de nouveau. C'est ça, ma puce. À l'autre bout de la salle, il vit une porte s'ouvrir silencieusement, puis 2 autres agents sortirent, vêtus de combinaisons rouges vives du service Jaunt, en poussant une table roulante. Dessus se trouvait un embout en acier inoxydable relié à un tuyau de caoutchouc. Sous la jupe de la table, discrètement dissimulée, Mark savait qu'il y avait 2 bonbonnes de gaz, dans le filet accroché au côté, sans masque jetable. Mark continua à parler, ne voulant pas que les siens voient les représentants du Lété avant d'y être obligés. Et s'il avait assez de temps pour raconter toute l'histoire, ils accueilleraient peut-être le passeur de gaz à bras ouverts, au vu de l'alternative. Bien sûr, vous savez que le jaunt, ou l'excursion, c'est de la téléportation, ni plus ni moins. En chimie ou en physique, on appelle ça le procédé Carroon, mais c'est bien de la téléportation, et c'est Carroon lui-même, si on en croit les histoires, qui a donné au système le nom de jaunt. C'était un lecteur de science-fiction, et il y a un roman d'un écrivain nommé Alfred Bester, The Stars by Destination, dans lequel Bester a inventé le mot jaunt pour désigner la téléportation. Sauf que dans son livre, on pouvait se téléporter juste en y pensant. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. Au bout de la salle, les agents installaient un masque sur l'embout d'acier et le tendaient à une vieille femme. Elle le prit, inspira une fois, et ça fait ça, silencieuse et molle, sur sa banquette. Son chemisier avait été légèrement remonté, révélant une cuisse flasque sillonnée de varices. Un agent la recouvrit avec délicatesse, tandis qu'un autre retirait le masque usagé et en fixait un neuf. Ce manège faisait penser Mark au gobelet en plastique dans les chambres de motel. Il pria pour que Patty se calme un peu. Il avait déjà vu des enfants qu'il fallait maintenir de force. Certains hurlaient quand le masque de caoutchouc leur recouvrait le visage. Il supposait que ce n'était pas une réaction anormale chez un enfant, mais c'était pénible à voir. Et il ne voulait pas assister à cela avec Patty. Pour son fils, il se sentait plus confiant. On pourrait dire que le jaunt est arrivé juste au dernier moment. Il parlait en direction de Ricky, mais il tendit la main pour prendre celle de sa fille. Sa paume était fraîche et légèrement moite. Le monde manquait de pétrole, et presque tout ce qui restait appartenait au peuple des déserts du Moyen-Orient, qui avait décidé de l'utiliser comme une arme politique. Ils avaient formé un cartel pétrolier qu'ils appelaient l'OPEP. C'est quoi un cartel, papa? En gros, un monopole. Comme un club, ma chérie. C'est ça. Et tu ne pouvais faire partie de ce club que si tu avais beaucoup de pétrole. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout le bazar dans le détail. Vous étudierez ça un peu à l'école. Mais c'était un sacré foutoir. Contentons-nous de ça. Si vous aviez une voiture, vous ne pouviez la conduire que 2 jours par semaine. Et l'essence coûtait 15 vieux dollars le gallon. Bravo. Mais est-ce que ça n'en coûte pas aux alentours de 400 maintenant, papa? C'est pour ça qu'on va là où on va, Rick. Il y a assez de pétrole sur Mars pour tenir presque 8000 ans, et assez sur Vénus pour 20 000 de plus. Mais le pétrole n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce dont on a surtout besoin maintenant, c'est de l'eau. L'homme d'affaires leva les yeux vers Patty, qui venait de s'écrier, et il lui sourit un instant. Exactement. Parce qu'entre 1960 et 2030, on a empoisonné presque toute la nôtre. Petite question, les enfants. La première remontée d'eau depuis les calottes glaciaires martiennes, elle s'appelait Opération Paille. Oui, vers 2045 à peu près. Mais bien avant ça, on utilisait déjà le jaunt pour trouver des sources d'eau propres ici sur Terre. Et maintenant, l'eau est notre principale exportation martienne. Le pétrole n'est plus qu'un sous-produit. Mais à l'époque, c'était essentiel. Le plus important, c'est que tout ça existait déjà, mais on n'a pu y accéder que grâce au jaunt. Quand Carroon a inventé son procédé, le monde glissait vers un nouvel âge sombre. L'hiver précédent, rien qu'aux États-Unis, plus de 10 000 personnes étaient mortes de froid parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie pour se chauffer. « Burke ?» dit Patty avec simplicité.
Mark jeta un regard sur sa droite et vit les agents parler à un homme timide essayant de le convaincre. Finalement, il prit le masque et sembla tomber raide mort sur sa banquette quelques secondes plus tard. Un novice, pensa Mark. On les reconnaît toujours. Pour Karun, tout a commencé avec un crayon, des clés, une montre au bracelet et des souris. Et ce sont les souris qui lui ont montré qu'il y avait un problème. Il était revenu à son laboratoire dans un état de fièvre. Il croyait savoir ce qu'avaient ressenti Morse, Alexander Graham Bell ou Edison. Mais c'était plus grand que tout cela, et 2 fois sur le trajet du retour depuis l'animalerie de New Paltz, où il avait dépensé ses 20 derniers dollars pour acheter 9 souris blanches, il avait failli mettre son camion dans le décor. Tout ce qui lui restait au monde, c'était 96 cents dans sa poche et 18 dollars sur son compte épargne. Mais cela ne l'effleurait même pas. Et si cela lui avait traversé l'esprit, cela ne l'aurait certainement pas dérangé. Le laboratoire se trouvait dans une grange rénovée au bout d'un chemin de terre d'1 mile à l'écart de la route 26. C'était en prenant ce chemin qu'il avait manqué de se tuer pour la seconde fois. Le réservoir de son pick-up Brat était presque vide et il n'aurait pas d'essence avant 10 jours ou 2 semaines. Mais cela non plus ne l'inquiétait pas. Son esprit tourbillonnait dans son délire. Ce qui venait de se produire n'était pas totalement inattendu, non. L'une des raisons pour lesquelles le gouvernement avait accepté de le financer, même à hauteur du misérable montant de 20 000 dollars par an, c'était que la possibilité théorique avait toujours existé dans le domaine de la transmission particulière. Mais que cela se produise ainsi, soudainement et sans avertissement, et avec moins d'électricité qu'il n'en fallait pour faire fonctionner une télévision, oh mon Dieu! Il arrêta son brat dans un crissement sur la terre battue de la cour, attrapa sur le siège sale à côté de lui la boîte par ses poignets. On y voyait des chiens, des chats, des hamsters, des poissons rouges, et la mention « Je viens de la maison des animaux Stackpole ». Puis il courut vers les grandes portes doubles. À l'intérieur de la boîte montaient de petits bruits de pattes et de griffes. Ses cobayes s'agitaient. Il essaya de pousser l'une des grandes portes sur son rail, mais elle refusa de bouger. Il se souvint qu'il l'avait verrouillée, et il lâcha un sonore « Merde !» et fouilla à la recherche de ses clés. Le gouvernement exigeait que le laboratoire soit fermé à clé en permanence, une des conditions attachées à leur argent. Mais Karun l'oubliait sans cesse. Il sortit son trousseau et pendant un instant se contenta de le fixer, hypnotisé, passant le bout du pouce sur les encoches de la clé de contact du brat. Il pensa encore « Mon Dieu !» Puis il se mit à fouiller parmi les clés pour trouver celle de la porte de la grange. Tout comme le premier coup de téléphone avait été utilisé par inadvertance, Bell appelant « Watson, venez ici ». Après avoir renversé de l'acide sur ses papiers et sur lui-même, le premier acte de téléportation avait eu lieu accidentellement. Victor Karun avait téléporté les 2 premiers doigts de sa main gauche à travers les 50 yards de largeur de la grange. Karun avait installé 2 portails à des extrémités opposées du bâtiment. De son côté se trouvait un simple canon à ions qu'on pouvait acheter dans n'importe quel entrepôt de fournitures électroniques pour moins de 500 dollars. À l'autre bout, juste derrière le second portail, tous 2 rectangulaires et de la taille d'un livre de poche, il y avait une chambre à brouillard. Entre les deux pendait ce qui ressemblait à un rideau de douche opaque, sauf qu'un rideau de douche n'est pas fait de plomb. L'idée était de tirer les ions à travers le portail 1, puis d'aller les observer en train de traverser la chambre à brouillard située derrière le portail 2. Le blindage de plomb prouvant qu'il avait bien été transmis. Sauf que durant les 2 dernières années, le procédé n'avait fonctionné que 2 fois, et Karun n'avait pas la moindre idée de la région. Alors qu'il mettait le canon à ions en place, ses doigts avaient glissé à travers le portail. Normalement, aucun problème, mais ce matin-là, sa main avait aussi effleuré l'interrupteur à bascule sur le panneau de contrôle situé à gauche du portail. Il ne s'était rendu compte de rien. La machine n'émettait qu'un léger bourdonnement à peine audible, jusqu'à ce qu'il ressente un picotement dans ses doigts. Karun l'écrivit dans son unique article sur le sujet avant que le gouvernement ne lui cloue le bec. Ce n'était pas comme une décharge électrique. Il n'y avait rien de ce fourmillement désagréable qu'on ressent quand on saisit un fil de lampe effiloché, par exemple. Cela ressemblait plutôt à la sensation qu'on éprouve en posant la main sur le carter d'une petite machine travaillant très dur. La vibration est si rapide et si légère qu'elle se traduit littéralement par un picotement.
Alors, j'ai baissé les yeux vers le portail et j'ai vu que mon index avait disparu en diagonale au milieu de la deuxième phalange, et mon majeur un peu plus haut encore. De plus, l'extrémité de mon ongle, de l'annulaire, avait disparu. Caron avait retiré sa main par réflexe en poussant un cri. Il s'attendait tellement à avoir du sang qu'il en avait réellement halluciné pendant un moment. Son coude heurta le canon à ion et le fit tomber de la table. Il resta là, les doigts dans la bouche, vérifiant qu'ils étaient toujours là, entiers. L'idée qu'il avait trop travaillé lui traversa l'esprit, puis une autre pensée surgit. La dernière série de modifications avait peut-être... Il ne remit pas ses doigts dans le portail. En fait, Caron ne jaunterait plus qu'une seule fois dans toute sa vie. D'abord, il ne fit rien. Il marcha longuement dans la grange, passa les mains dans ses cheveux, se demanda s'il devait appeler Carson dans le New Jersey ou peut-être Buffington, à Charlotte. Carson n'accepterait jamais un appel en PCV, ce lèche-botte radin, mais Buffington, lui, accepterait sans doute. Puis une idée lui vint, et il courut vers le portail 2, pensant que si ses doigts avaient réellement traversé la grange, il y aurait peut-être une trace. Évidemment, il n'y en avait pas. Le portail 2 reposait sur 3 caisses d'orange pomona empilées, ressemblant à une guillotine miniature sans lame. Sur un côté de son cadre en acier inoxydable se trouvait une prise dans laquelle était branché un câble rejoignant le terminal d'émission, à peine plus qu'un transformateur de particules relié à une ligne de données informatiques. Ce qui lui rappela une chose. Caron consulta sa montre et vit qu'il était 11h15. Son accord avec le gouvernement consistait en peu d'argent mais en un échange de temps machine sur ordinateur, ce qui avait une valeur inestimable. Sa liaison informatique devait durer jusqu'à 3 heures cet après-midi. Ensuite, ce serait terminé jusqu'au lundi. Il fallait qu'il se dépêche, qu'il fasse quelque chose. Je jetai de nouveau un coup d'œil à la pile de caisses, et la preuve était bien là. Cela n'aurait, pensai-je alors, convaincu personne d'autre que moi, mais au début, bien sûr, il n'y a que moi-même qu'il faut convaincre. « C'était quoi, papa ?»« Oui, c'était quoi ?» Marc sourit un peu. Ils étaient tous captivés maintenant, même Marilys. Il en avait presque oublié où il se trouvait. Du coin de l'œil, il voyait les agents du John chuchoter en poussant lentement leur chariot parmi les futurs voyageurs, les endormant les uns après les autres. Dans le secteur civil, avait-il remarqué, l'opération n'était jamais aussi rapide que dans le militaire. Les civils devenaient nerveux et ressentaient le besoin d'en parler. La buse et le masque de caoutchouc rappelaient trop les blocs opératoires avec le chirurgien et ses scalpels tapis quelque part derrière l'anesthésiste et ses bouteilles d'acier inoxydable. Il y avait parfois des crises de panique, des accès d'hystérie et toujours quelques personnes qui pendaient tout simplement leur courage. Il en avait déjà vu 2 pendant qu'il parlait aux enfants, 2 hommes qui s'étaient simplement levés de leur banquette, avaient traversé la pièce jusqu'à l'entrée sans faire d'histoire, décroché les papiers de validation épinglés à leur poitrine, les avaient rendus, puis étaient sortis, sans se retourner. Les agents du Jaunt avaient reçu l'ordre strict de ne pas essayer de retenir ceux qui renonçaient. Il y avait toujours des suppléants, parfois 40 ou 50, qui espéraient encore contre toute attente. Au fur et à mesure que les défaillants partaient, on laissait entrer les remplaçants avec leur propre validation épinglée à la chemise. En fait, Caron avait trouvé 2 échardes dans son index. Il les retira et les mit de côté. L'une fut perdue, mais on peut voir l'autre dans l'annexe du musée du Smithsonian, à Washington. Elle était enfermée dans une vitrine en verre hermétique, près des roches lunaires rapportées par les premiers voyageurs de l'espace. Notre lune, papa? Ou les lunes de Mars? La nôtre? Un seul vol spatial habité a jamais atterri sur Mars, Ricky. Et c'était une expédition française en 2030. Bref, si une simple écharde de caisse d'orange est au Smithsonian, c'est parce que le premier objet dont on sait qu'il a effectivement été téléporté ou jaunté à travers l'espace, c'était cette caisse. Et après, qu'est-ce qu'il s'est passé? D'après l'histoire, Caron s'est mis à courir de partout. Caron courut jusqu'au portail 1 et s'y arrêta un instant, le cœur battant, à bout de souffle. « Calme-toi, se dit-il, réfléchis. Tu ne peux pas tirer le meilleur parti de ton temps si tu fonces tête baissée. » Délibérément, il ignora la partie de son esprit qui lui hurlait de se dépêcher et de faire quelque chose.
Il sortit son coupe-ongle de sa poche et utilisa la petite lime pour extraire les échardes de son index. Il les laissa tomber sur l'emballage intérieur d'une barre Hershey qu'il avait mangée en bricolant le transformateur et en essayant d'élargir sa capacité d'entrée. L'une des échardes roula hors de l'emballage et se perdit. L'autre finirait au Smithsonian, enfermée dans une vitrine derrière de lourdes cordes de velours et surveillée en permanence par une caméra à circuit fermé. Une fois l'opération terminée, Carroon se sentit un peu plus calme. Un crayon. C'était aussi bon que n'importe quoi. Il en prit un à côté du bloc-notes sur l'étagère au-dessus de lui et le fit glisser doucement dans le portail 1. Il disparut, sans à-coup, centimètre par centimètre, comme dans une illusion d'optique, ou un tour de magie parfaitement exécuté. Sur le crayon, on pouvait lire « Eberhard Faber, numéro 2 », imprimé en lettres noires sur le bois jaune. Lorsqu'il eut enfoncé le crayon jusqu'à ce que seules les lettres « Eberhard » soient encore visibles, Carroon fit le tour du portail 1. Il regarda. Le crayon apparaissait comme tranché, net, comme si un couteau l'avait coupé en deux d'un seul geste. Carroon passa la main à l'endroit où le reste du crayon aurait dû se trouver. Il n'y avait rien. Il traversa la grange en courant jusqu'au portail 2, et là se trouvait la partie manquante du crayon, posée sur les caisses supérieures. Le cœur battant à tout rompre, Carroon attrapa la pointe taillée et tira le crayon entièrement à travers. Il le leva, l'examina, puis écrivit sur une planche « Ça marche ». Il appuya si fort que la mine se cassa sur la dernière lettre. Carroon se mit à rire, un rire aigu qui résonna dans la grange vide, si fort qu'il vit s'envoler les hirondelles endormies dans les poutres. « Ça marche ! Ça marche !» Il agitait les bras, le crayon cassé serré dans une main. « Ça marche ! Tu entends ça, Carson, espèce de salaud, ça marche, et c'est moi qui l'ai fait !»« Marc, surveille ton langage devant les enfants, s'il te plaît. C'est ce qu'il est censé avoir dit. Tu ne peux pas faire un peu de tri. »« Papa, le crayon, il est aussi dans le musée ? Est-ce qu'un ours fait ses besoins dans la forêt ? » ?»« Oh !» répondit Marc, avant de porter la main à sa bouche. Les enfants éclatèrent de rire. Et cette fois la stridence avait disparu de la voix de Patty. Après un moment, Marilys elle-même se mit à rire. Ensuite vinrent les clés. Carroon les lança simplement dans le portail. Il commençait à réfléchir de nouveau clairement, et il lui sembla que la première chose à vérifier était si les objets ressortaient exactement comme ils étaient entrés, ou s'ils étaient altérés d'une quelconque manière. Il vit les clés disparaître et au même instant il entendit leur tintement sur les caisses de l'autre côté de la grange. Il la traversa, cette fois en trottinant, et en chemin repoussa le rideau de plomb. Il n'en avait plus besoin. De toute façon, le canon à ion était fichu. Il prit les clés et essaya la serrure de la porte. La clé Yale fonctionna parfaitement, la clé de la maison aussi, ainsi que celle de ses tiroirs, et celle de son pick-up. Carroon remit les clés dans sa poche et ôta sa montre. C'était une Seiko à quartz, avec calculatrice intégrée. 24 minuscules boutons, un mécanisme délicat et surtout un chronomètre. Il la posa devant le portail 1 et la poussa à l'aide du crayon. Il courut de l'autre côté et la saisit. Avant le passage, elle indiquait 11 31 07. Maintenant, 11 31 49. Parfait. Exact. Le temps n'avait pas changé. Alors, il testa la calculatrice. 2 plus 2 faisait toujours 4. 8 divisé par 4 donnait toujours 2. La racine carrée de 11 était toujours 3,3166 247. C'est à ce moment-là qu'il décida de passer aux souris. « Qu'est-ce qui est arrivé aux souris, papa ?» Marc hésita un instant. Il allait devoir être prudent. Il ne voulait pas terroriser ses enfants, ni sa femme, juste avant leur tout premier jaunt. Comme je le disais, il y avait un petit problème. Horreur, folie et mort. Carroon posa la boîte de souris sur l'étagère et regarda sa montre. 2 heures moins le quart. Il lui restait à peine 1 heure de temps machine. Il ouvrit la boîte, attrapa une souris par la queue et la posa devant le portail. « Allez, petite, courage !» La souris détala aussitôt et disparut entre les planches. « Merde !» Carroon se rua vers la boîte, empêcha 2 autres de s'échapper
en attrapa une deuxième, maladroitement autour du corps, et referma le couvercle. Cette fois, il la lança directement dans le portail 1. Elle passa. Il entendit aussitôt le petit bruit sur les caisses. Il courut, et la souris était là, vivante. Mais pas vraiment. Elle restait immobile, les flancs se soulevant faiblement. Kharoun s'approcha lentement. Il n'y avait nul besoin d'être un spécialiste pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Il toucha la souris. C'était comme toucher quelque chose d'inerte, de la paille, de la sciure. Elle ne réagit pas. Elle fixait le vide. Kharoun claqua des doigts devant ses yeux. Elle cligna des yeux, puis tomba, morte. Et alors demanda Ricky. Marc sourit. Kharoun décida d'essayer une autre souris. Et la première? Elle a été mise à la retraite, avec tous les honneurs. Kharoun mit la souris dans un sac en papier. Il en prit une autre. Cette fois, il la lança à moitié à travers, puis la retira. Elle se débattit, mordit sa main, mais était parfaitement vivante. Intéressant. Il mit des gants, puis en prit une autre. Cette fois, il la poussa entièrement à travers, à l'envers. Il courut de l'autre côté. Et cette fois, la souris vécut. 2 minutes. Elle marcha un peu, tituba, puis mourut. Kharoun sentit un frisson. Encore une, à moitié, peut-être la première. Il alla voir de l'autre côté. Il vit quelque chose d'incroyable. La souris en coupe. Il voyait ses vertèbres, ses vaisseaux, ses tissus en mouvement. Puis, plus rien. Elle mourut. Kharoun lâcha le petit corps avec dégoût. Elle meurt quand elle passe complètement. Quand elle passe à moitié, tête en avant. Mais pas à moitié à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis, une idée. Les sens. Elles voient quelque chose, elles perçoivent quelque chose, et ça les tue. Il testa la température, rien. Il testa la pression avec un ballon, rien. Puis il prit un bocal avec 2 poissons rouges. Il le passa à travers. Un mourut immédiatement. L'autre survécut après un moment. Kharoun resta là, respirant vite, pensant, comprenant lentement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les souris? Marc regarda les agents du John qui se rapprochaient lentement. Puis il répondit calmement. On ne le savait pas encore, à ce moment-là. Kharoun passa le reste de son temps machine à tester. Encore et encore. Les résultats étaient toujours les mêmes. Les objets inanimés passaient sans problème. Les organismes vivants, non. Sauf s'ils étaient inconscients. Le soir même, il fit autopsier les souris par Mosconi, le vétérinaire. Résultat, parfaitement saines, aucune anomalie physique, aucune cause de mort identifiable. Juste morte. Sur le chemin du retour, Kharoun comprit 2 choses. La première, il venait de résoudre une grande partie de la crise énergétique mondiale. Le transport deviendrait instantané. La seconde, il y avait quelque chose de profondément dangereux à l'intérieur même du Jaunt. Les expériences continuèrent pendant des années, et peu à peu, une règle fondamentale émergea. On ne peut pas partir via le Jaunter en étant conscient. Quand est-ce qu'ils ont commencé avec des humains? Raconte cette partie. Moi je veux savoir pour les souris. Mais cette fois, Marc choisit de répondre à Ricky. Les premiers humains à tenter le Jaunt n'étaient pas des astronautes, ni des scientifiques. C'étaient des condamnés, volontaires, des prisonniers. Ils furent envoyés dans une installation expérimentale dans le Vermont. On les endormit, puis on les fit passer à travers des portails, un par un. Tous survécurent. Tous, sans exception. Ils se réveillèrent parfaitement normaux, lucides et en bonne santé. Le Jaunt devint alors officiellement sûr. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Marc ne raconta pas toute l'histoire. Il ne parla pas de l'homme dont le nom circulait comme une rumeur, un certain Rudy Foggia, condamné à mort, meurtrier, désespéré. On lui proposa un marché, un seul,
passer à travers le jaunt, en étant conscient. S'il survivait, il était libre. S'il mourait, eh bien, tant pis. Foggia accepta. Le jour de l'expérience, des scientifiques, des agents fédéraux, tout le monde était là. Foggia entra dans le portail et il réapparut immédiatement. Mais quelque chose n'allait pas. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Son visage n'était pas physiquement altéré, mais il semblait incroyablement vieux. Ses yeux étaient vides, sa bouche tremblait, et de la salive coulait sur son menton. Quelqu'un finit par crier « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Foggia répondit. Une seule phrase. « C'est une éternité, là-dedans. » Puis il s'effondra, mort, d'une crise cardiaque. Dans la salle d'attente, Patty tira sur la main de son père. « Papa, je veux savoir ce qui est arrivé aux souris. » Marc regarda les agents du jaunt. Ils étaient très proches maintenant, très proches. Il soupira, puis décida d'aller jusqu'au bout. Eh bien, on pense que le jaunt est instantané pour le corps, mais pas pour l'esprit. Patty fronça les sourcils. Je comprends pas. Ricky, lui, comprenait. Ou en tout cas, il commençait à comprendre. Il continue à penser. Les animaux et nous aussi, si on est réveillés. Oui, c'est bien ça, Ricky. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même après 25 jaunts. La conscience ne se divise pas comme le corps. Elle reste intacte, continue, mais sans aucun stimuli. Imagine être seul avec tes pensées, sans rien voir, sans rien entendre, sans rien sentir. Combien de temps? Une fraction de seconde dans le monde réel. Mais pour l'esprit, des années, des siècles, des millions d'années. Papa? Patty, je te le promets, ça ne fait pas mal. Les agents étaient là. Vous êtes prêts? Marc hocha la tête. On est prêt. Je passe en premier. Le masque descendit. Il inspira et tout devint noir. La première chose dont il prit conscience fut le ciel noir et dur de Mars, visible à travers le dôme qui recouvrait Whitehead City. C'était la nuit, et les étoiles y brillaient avec une intensité impossible sur Terre. La seconde chose qu'il perçut, ce fut le tumulte. Des murmures, puis des cris, puis un hurlement aigu. Marilis. Marc se redressa brusquement de sa banquette, luttant contre le vertige. Un autre cri retentit, et des agents du jaunt accouraient. Marilis tituba vers lui. Elle pointait quelque chose du doigt. Elle cria encore, et s'effondra. Mais Marc avait déjà suivi la direction de son geste. Il avait vu. Ce n'était pas de la peur dans les yeux de Ricky, plutôt. C'était de l'excitation. Il aurait dû le savoir. Ricky, qui grimpait toujours plus haut, qui allait toujours plus vite, qui acceptait toujours les défis. Ricky n'avait pas peur, jusqu'à maintenant. À côté de lui, Patty dormait encore paisiblement. Mais la chose qui avait été son fils se débattait sur sa banquette. Un garçon de 12 ans, avec des cheveux devenus entièrement blancs et des yeux terriblement anciens. Les cornets jaunis, vides, immenses, une créature plus vieille que le temps, dans le corps d'un enfant. Elle riait, un rire étranglé, dément. Les agents reculèrent, certains prirent la fuite. Les jambes de Ricky tremblaient, ses mains griffaient l'air, puis son visage. « Plus longtemps que tu ne crois, papa, plus longtemps que tu ne crois. J'ai retenu ma respiration, je voulais voir. J'ai vu. Un rire atroce.
Ses mains s'enfoncèrent dans ses yeux. Il se les arracha. Le sang jaillit. La salle explosa en cris. J'ai vu Long John. Plus longtemps que tu ne crois. Plus longtemps que tu ne crois. Les agents réussirent finalement à l'emmener, roulant sa banquette alors qu'il hurlait, aveugle, démon, continuant à crier des choses que personne ne voulait entendre. Mais Marc ne les entendait déjà plus, parce qu'il hurlait, lui aussi. No, I kind of like the ponytail the most. What do you guys think? This makeup or this? Bonfire in chat. Didn't even know nudity was an option. So all the horny people started telling me in chat. What was the number of the first 5? I feel like it's bad that I don't know the number it was. I just find that this adds more depth to her eye. Otherwise, she just looks like a clay doll. Does that make sense? That's why I kind of like this. It makes her look more like that there is something. Yeah. Like a barbarian? Yeah, I don't know. Face details within body details. Okay, so body hair opacity? How you mean? I can't even see any body hair.